Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir. Question d'actu consacrera son numéro de cette soirée à la question sahraoui. Nous parlerons de ce bras de fer diplomatique qui s'est installé entre l'Espagne et le Maroc. Le conflit du Sahara occidental est au cœur des tensions sur fond de crise migratoire. Le ton est monté entre Rabat et Madrid. L'hospitalisation du président de la race en Espagne est une des principales raisons. Par ailleurs, le peuple sahraoui a célébré jeudi dernier le 48e anniversaire du déclenchement de la lutte armée contre l'occupation espagnole dans un contexte marqué depuis novembre dernier par la poursuite de la guerre de libération contre l'occupant marocain. Suite à la violation, vous le savez, par l'armée marocaine de l'accord de cessez-le-feu de 1991 par son agression contre des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement dans la zone démilitarisée d'El Gargarat. Cette agression marocaine remet sur la table l'échec de la MINURSO dans sa mission consistant à organiser un référendum d'autodétermination depuis 1991. Nous parlerons aussi de cette crise diplomatique qui s'étend à l'Allemagne. Nous essaierons d'expliquer tout cela avec nos invités. Ce soir, nous accueillons sur ce plateau M. Brahim Zitouni. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous. C'est moi. Monsieur Amazit Bourkhelfa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous avons avec nous également par Skype professeur Luis Carlos. Vous êtes professeur en droit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors je vais commencer avec vous, Monsieur Luis Carlos. On va parler de cette crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. La montée de la tension à Ceuta a de quoi alarmer sous l'œil passif de la police marocaine. Près de 8000 Marocains, souvent très jeunes, on parle même d'enfants, ont réussi à se glisser en début de semaine à l'intérieur de l'enclave espagnole sur la côte septentrionale du royaume. L'image du bébé sauvé de la noyade par un agent de la garde civile espagnole a notamment fait le tour du monde, suscitant l'effroi sur les réseaux sociaux. La crise s'installe entre les deux pays. C'est un nouveau cap dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne, Monsieur Ruiz. Mais qui on peut lui expliquer seulement dans toute la politique extérieure marocaine depuis 1960-1965, depuis 50 ans. Donc, la politique marocaine, en fait, n'a pas changé. Cette crise est provoquée parce que les gouvernements espagnols, pas seulement le gouvernement qui est en place maintenant, mais aussi les autres, les antérieurs, ont prétendu imaginer un voisin tel qu'il ne l'est pas. Donc, maintenant, c'est le temps de la réalité. C'est-à-dire que le Maroc est apparu sous sa véritable image. On parle quand même d'agression, de chantage, des propos tenus par la diplomatie espagnole, des propos assez forts. Le ton est monté d'un cran, Monsieur Zitouni. Oui, le ton est monté d'un cran. Oui, quand on écoute tout un ministre des Affaires étrangères, toute une ambassadrice dire dans tous les médias internationaux des mensonges, c'est que nous trouvons devant une volonté d'affrontement, et c'est pour ça que ces responsables marocains ont menti pour alimenter la tension, parce que s'ils disent seulement la vérité, il n'y aurait pas un fondement objectif pour l'attention qu'ils veulent créer, provoquer. Et c'est pour ça que, je répète, tout un ministre des Affaires étrangères, toute une ambassadrice ont dit publiquement des mensonges. Par exemple, la plus facile à démontrer, que M.
Brahim Ghali est entré en Espagne avec une fausse documentation. Quand c'est une donnée objective qu'il est entré avec un passeport diplomatique algérien avec sa vraie identité. Une chose tout à fait différente, c'est pourquoi, comme par ailleurs on fait avec d'autres personnes importantes, politiques, artistes, n'importe pas quelle est la source de sa relevance publique, on a changé son nom à l'hôpital pour des raisons de sécurité. Mais le ministre des Affaires étrangères, par exemple, l'ambassadrice, ont tous les deux dit que M. Ghali est entré avec une fausse documentation. Oui, ce qui a été démenti par les autorités espagnoles. Merci. Ce qui a été démenti par les autorités espagnoles, bien entendu. Merci à M. Ruiz. Je reviens à vous, M. Zitouni. Un mensonge, finalement, chantage, c'est un peu des pratiques habituelles au Maroc aujourd'hui. Mais envoyer 8000 comme ça migrants à Ceuta, c'était quand même une première. Oui, alors, j'ai un sentiment très partagé. D'abord, un premier sentiment qui, en tant que maghrébin, me frappe, me choque. C'est mes frères qui sont en train d'être, si vous voulez, trimballés, instrumentalisés. Ce sont des frères qui sont en train de vivre une misère noire. Et ça, en tant que maghrébin, on ne peut pas l'accepter. Il y a un côté... En tant qu'être humain, déjà. En tant que maghrébin, il y a un côté poignant. C'est moi qui suis là-bas aussi. Et cet aspect-là... me fait penser qu'en fait, nous avons affaire à des miséreux. Sachez que l'indice de développement humain au Maroc, le Maroc est à la place 123e. Et cette crise montre toute la misère du Maroc. En particulier, je vous donne un second chiffre, depuis Covid-19, les classes qui sont tombées sous le seuil de pauvreté au Maroc ont été multipliées par 7. Et ça montre bien que le Maroc n'arrive pas à répondre aux besoins de sa population, et en particulier de sa population du nord du Maroc, qu'il laisse exprès sur le côté. Donc on a affaire à des miséreux qui fuient la misère d'un régime cyniquement misérable. Et toute la question est là. Maintenant, tous ont remarqué la grande proportion de très jeunes qui sont partis. C'est fait avec un objectif. C'est qu'il y a un accord entre l'Espagne et le Maroc qui a été signé en 2003 et qui permet aux Espagnols de renvoyer les personnes adultes. Mais les enfants, la législation espagnole, et c'est tout à leur honneur, interdit le renvoi des mineurs. Et on voit bien que non seulement il y a eu l'ouverture des vannes, mais qu'elle a été sélective, qu'on a poussé des enfants à partir. C'est dire le niveau de cynisme de ce régime. C'est vraiment des images insupportables, mais il ne faut pas y voir simplement une crise de la migration. Ce serait faux. C'est une véritable agression contre l'Espagne, une agression qui a, de mon point de vue, un double niveau. Un premier niveau qui est celui dont on vient de parler, c'est-à-dire une émigration pour peser sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec les problèmes migratoires, premièrement. Et deuxièmement, il y a un risque pandémique. C'est une action punitive, finalement. Oui, et puis il y a un risque pandémique que l'on fait peser sur l'Espagne. Le Maroc est touché de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Ça veut dire qu'il va y avoir des Espagnols à Ceuta qui vont être touchés par cette pandémie portée par certains ressortissants marocains, et que ces Espagnols vont aller en Espagne, et il y a
a forcément un risque pandémique accru. Il y a donc là une volonté d'agression qui est extrêmement dommageable. Alors, pour le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, le recours à l'immigration clandestine par le Maroc comme moyen de chantage dans les relations bilatérales avec l'Espagne et l'Union européenne montre ce dont le Maroc est capable. Il apparaît aujourd'hui sous sa véritable image. On passe à une étape supérieure dans les formes de pression, monsieur Hamazid Boukhalifa. Je crois que, par-delà les implications politiques, diplomatiques, dans les relations entre deux États voisins, je crois qu'il y a quelque chose d'amoral et d'immoral dans cette question-là. Utiliser son propre peuple, jouer, comme vient de le dire M. Zitouni, sur la misère des gens pour faire pression sur des pays, pour faire aboutir un projet absolument stupide, grotesque. Là, nous ne sommes plus dans la diplomatie. Là, nous ne sommes plus dans la politique. Là, maintenant, nous sommes dans le franc-jeu, dans la bauge. Et je crois que c'est vraiment... C'est très touchant. C'est très touchant quand on voit à la télévision ces enfants qui pleurent et qui cachent leur visage et qui pleurent et que ce soit fin ou pas, je ne sais pas, mais ça met mal à l'aise. Et puis, en diplomatie, on apprend une chose, les États, les nations savent une chose, c'est qu'on ne ferme pas les portes. On n'insulte pas l'avenir. La volonté actuelle, la politique actuelle que mène, ce n'est même pas une politique. Je crois que le Maroc a une politique, c'est de ne pas en avoir, de ne pas avoir de politique. Et ça touchait très particulièrement son intransigeance vis-à-vis du Sahara occidental. En 81, le roi du Maroc, Hassan Thani, qui était il s'est peut-être senti à Nairobi, il s'était engagé à organiser le référendum, à accepter le référendum des Nations Unies ou de l'Union africaine. Il s'était engagé. Et juste après, il quitte l'OUA. Et puis il revient. Et puis, mais où allons-nous comme ça? Ce n'est pas sérieux. Cette politique de statu quo aussi, peut-être qui a favorisé aujourd'hui sa politique, il s'est senti peut-être protégé, puisque la communauté internationale ne réagit pas réellement. Ce qui a favorisé, c'est d'abord la complicité de certains membres du Conseil de sécurité, ce n'est pas toute la communauté internationale, parce qu'on a pour habitude aujourd'hui, que ce soit pour la question de la Palestine, ou que ce soit pour la question de parler de communauté internationale. C'est exactement le même schéma. C'est une question, la question palestinienne est une question de décolonisation. Ce n'est pas une guerre de religion, ni une guerre c'est une question de décolonisation, exactement comme l'est la question du Sahara occidental. Et les pays colonisateurs, doivent aujourd'hui, et s'il existe réellement une volonté de la communauté internationale, il y a un droit international, et un droit international, s'il existe réellement, je crois qu'il est temps que des pressions très sérieuses se fassent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Ruiz, on le disait tout à l'heure, le Maroc ne s'est pas un peu tiré une balle dans le pied avec cette politique, puisque je reprends un petit peu des passages qui ont été écrits dans des articles. Généralement, la presse étrangère ou la presse française ne prend pas position en faveur du Sahara occidental, mais là, le monde diplomatique a clairement souligné que l'épisode a jeté une lumière crue sur la véritable nature du régime marocain, qui est prêt à sacrifier froidement sa jeunesse sur l'autel de ses intérêts diplomatiques. Vraiment, devant les autres membres de la région, aussi au nord qu'au sud du bassin méditerranéen, on a vu parfaitement quel est le vrai visage du régime marocain. Mais ce qui est étonnant pour moi, et ce qui est vraiment préoccupant, c'est de voir comment le lobby marocain en Espagne s'est montré spécialement actif contre notre gouvernement. Dans ce lobby, on doit compter d'abord le premier parti de l'opposition, le Parti populaire. Ce qui est vraiment étonnant, parce que c'est le parti de l'ancien président Aznar
qui était le seul président depuis quelques années à avoir opposé le Maroc dans sa politique expansionniste. Maintenant, son parti est le soutien politique principal du Maroc vis-à-vis son expansionnisme au Sahara occidental. Ensuite, nous avons le problème du lobby marocain dans certains médias, notamment de la droite, encore de la droite. Certains médias qui, dans la dernière crise territoriale, l'invasion de Péréchil, avaient aussi soutenu le gouvernement du président Aznar, mais qui maintenant attaque le gouvernement de Sanchez, même essaye de lever la responsabilité du Maroc dans toute cette invasion, dans cette crise politique. Donc, maintenant, le Maroc met tout son effort dans le front intérieur espagnol pour faire pression sur le gouvernement et même, ce qui est encore plus grave, sur le pouvoir judiciaire. Les propos de l'ambassadrice marocaine, par exemple, sont une pression inacceptable contre le pouvoir judiciaire espagnol. Donc, maintenant, le jeu s'est fait à l'intérieur de l'Espagne. Même si l'image extérieure du Maroc est vraiment mauvaise à ce moment, mais le Maroc, ses pions politiques, ses pions médiatiques jouent avec toute sa force dans le jeu intérieur espagnol. Merci, Monsieur Ruiz. Le lobby aujourd'hui marocain qui agit donc à l'intérieur même du pouvoir espagnol, Monsieur Ibrahim Zitouni. Oui, je crois que le constat que fait Monsieur Ruiz est tout à fait juste, mais il faut lui donner une explication. Pourquoi, depuis quasiment 6 mois, il y a une sorte d'accélération des antagonismes en Espagne autour de la question sahraoui. C'est ça la question véritable et il faut y être très attentif. Je crois que le fait que Trump ait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, oui, bien entendu, sur le Sahara occidental. Le fait qu'il y ait eu cette alliance stratégique maintenant ouverte avec Israël. Le fait aussi, par exemple, que le Maroc dise maintenant tout haut qu'il veut faire un tunnel entre le nord du Maroc et Gibraltar, enclave britannique en Espagne, montre le fait que le Maroc ait signé un accord avec le Nigeria sur un gazoduc qui passerait éventuellement au large des côtes africaines pour atterrir au Maroc, puis ensuite en Espagne. On voit bien là qu'il y a des touches diplomatiques qui mettent le Maroc dans une ère beaucoup plus anglo-saxonne, et je dirais américano-anglaise, et israélienne bien entendu, beaucoup plus que dans une dynamique européenne. Et je crois que c'est ce changement de pied que des politiciens au Maroc ou leurs stratèges au Maroc essayent de réaliser, changement de pied vers un axe plus anglo-saxon, pour se dire que si on s'appuie sur cet axe, on aura suffisamment de pression pour réaliser les objectifs au sein du front intérieur espagnol que vient de nous expliquer Monsieur Carlos Ruiz. Là, je crois qu'il y a un changement de pied diplomatico-stratégique du Marzen. Il faut suivre attentivement cette évolution-là et c'est aussi une des explications possibles de la crise qui est en train de couver entre le Maroc et
et l'Allemagne. Justement, on va parler de cette crise qui s'est propagée également à l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc tente, on le sait depuis décembre dernier, de faire pression sur l'Europe et l'Espagne notamment pour suivre un petit peu la démarche lancée par les États-Unis, celle de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Aujourd'hui, vous partagez cet avis que le Maroc change de stratégie ? Je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne vois pas... Je n'ai pas vu la question sous cet angle. Je pense que le Maroc est ferré historiquement avec des pays, l'ancien colonisateur, enfin, avec la France, très particulièrement. Et la France ne le laissera pas partir facilement, même si, effectivement, il y a des signaux qui peuvent alerter, plaider pour cette hypothèse. Je crois que ce n'est pas aussi bien calculé. C'est trop bien calculé, trop bien préparé pour être dans les pratiques diplomatiques ou dans la pratique politique du Maroc. On sait par qui ils sont conseillés, donc... ils sont aussi des soutiens importants. Conseillés, c'est-à-dire qu'Israël... qui penchent aussi vers les anglo-saxons, donc ils peuvent peut-être réorienter leur stratégie. Je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas totalement... C'est à suivre. J'attends de voir d'abord les réactions. Nous n'avons pas encore toutes les réactions, notamment celles des États-Unis. Il joue sur les deux tableaux, en réalité. Il essaye. Oui, bien sûr, mais seulement... Moi, je me dis, c'est prêter trop d'intelligence à une politique qui n'en a pas. C'est prêter trop d'intelligence à une diplomatie qui n'est pas une diplomatie. C'est prêter trop d'intelligence, ou alors trop de pouvoir à un pays qui est vraiment sur... qui se basait sur des classes moyennes, sur une classe moyenne assez... qui commençait à naître et qui a été laminé avec ces dernières années. Énormément de projets qui ont été lancés, qui ont été grâce à des apports des Saoudiens et des monarchies du Golfe. Beaucoup de projets ont été lancés et ils n'ont pas abouti, y compris le projet du Nigeria. Jusqu'à quand le Nigeria? C'est-à-dire que le Nigeria ne peut pas jouer sur deux tableaux comme ça aussi, se jouer de l'Afrique du Nord. Le partenariat avec l'Algérie est un partenariat traditionnel, solide, qui a fait ses preuves dans le temps, des solidarités très profondes entre l'Algérie et le Nigeria. L'axe Lagos, Pretoria, Alger est assez sérieux et il se base sur des faits, sur une réalité africaine et des grands projets africains. Je crois que ça ne va pas se passer aussi facilement. En tous les cas... facilement, on ne le dit pas, mais c'est peut-être envisageable. C'est envisageable. Monsieur Ruiz, je pourrais avoir votre avis sur la question. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes en direct ce soir. J'espère que vous avez pu suivre l'intervention de nos invités sur le plateau. Vous pensez qu'il y a cette possibilité de changement d'axe et de stratégie du Maroc ? Je pense que c'est une hypothèse très crédible. On va voir dans le futur si c'est vrai ou non. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a maintenant une campagne très répandue dans l'Ouest africain contre la France. Et même dans des pays où le Maroc a une certaine influence économique, religieuse, et ce que nous avons vu, c'est que le Maroc n'a fait rien pour contrecarrer la campagne contre la France qui se déroule dans tous ces pays. Et donc, Paris prend acte. Les relations avec la France ne sont pas aussi belles que dans les temps de Giscard, de Chirac ou de Sarkozy. Ça, c'est une donnée objective. La visite de Macron au Maroc a été reportée, je pense que 3 fois.
le président français ne s'est rendu encore au Maroc. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que, sauf qu'il y a eu une visite secrète, Mohamed VI n'a pas visité la France, n'est pas allé à son château, à son nouveau hôtel acheté dans les Champs de Mars à Paris depuis plus d'un an. Donc, il y a vraiment un certain éloignement de la France. Et c'est vrai qu'il y a eu une position plus proche des États-Unis. Et concernant le Royaume-Uni, j'ai encore quelques doutes sur ce qui s'y va passer. Parce qu'on avait premièrement essayé, je pense que ça c'est tout à fait absurde, d'essayer de substituer le marché de l'Union européenne par le Maroc après le Brexit, ce qui est tout à fait impossible, bien sûr. Mais on va voir comment la relation économique du Royaume-Uni avec l'Union européenne se développe et merci, voir c'est surtout les relations économiques. Ce qui se passe avec le Maroc. Merci. C'est surtout les relations économiques aujourd'hui qui vont peser dans cette nouvelle orientation de stratégie. Et alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi ce nouveau tour de tension, ce nouveau tour de crispation diplomatique qui s'étend à l'Allemagne. Rabat s'est également froissé avec Berlin. Oui, c'est un peu... En fait, j'allais dire, c'est plutôt Berlin qui s'est froissé avec Rabat. Il faut voir le problème dans le sens inverse, sinon ce serait prêter beaucoup trop d'influence à Rabat. D'abord parce que on le doit, d'une part, à l'influence des hauts fonctionnaires espagnols au sein de l'Europe. Je rappelle qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères européen est espagnol, c'est Joseph Borrell, et donc il a une influence importante, d'autant qu'il est suffisamment proche d'un certain nombre de milieux d'affaires pour pouvoir peser encore plus pour l'Espagne lorsqu'il s'agit des intérêts stratégiques de ce pays. Et puis, par ailleurs, le Maroc, l'Italie, la Grèce se sont vus se rapprocher sur les questions de migration, en particulier dans l'agence Frontex. Ils forment un front relativement uni et il était tout à fait normal que l'Allemagne renvoie l'ascenseur à l'Espagne lorsque l'Espagne est envahie par des migrants espagnols, comme lorsque l'Espagne avait accueilli et avait accepté d'accueillir des immigrants qui venaient de Turquie en aide à l'Allemagne. Donc il y a aussi une sorte de solidarité d'une politique de migration commune. Maintenant, pour revenir sur les relations économiques, je voudrais juste souligner un petit paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une région du nord du Maroc qui est un arrière-pays sans profondeur économique. Le port de Tanger, qui est un hub international, profite très peu à l'économie marocaine. Et s'il devait se développer des politiques de coopération entre les deux rives, l'Espagne et le Maroc, eh bien, ça passerait forcément par l'Andalousie, d'une part, qui a un statut relativement autonome en Espagne, d'une part, et d'autre part, par le nord du Maroc, qui lui réclame un statut d'autonomie tout à fait particulier dans la configuration marocaine. Et on voit là que les Marocains sont prisonniers, parce que le Merzen est prisonnier, parce qu'en réalité, s'il veut développer des relations économiques avec l'Espagne, et en particulier avec l'Andalousie, il doit aussi développer une région qui est frondeuse et qui est contestatrice. Et donc là, il est dans une impasse un petit peu
ça pèse sur les relations entre Madrid et Rabat. Et on comprend, si on regarde le problème de ce côté-là, on comprend alors quelle est la manœuvre faite avec les immigrés ou avec les jeunes migrants qu'on envoie en Espagne. Il y a comme une sorte de chantage pour dire oui, on veut bien une intégration, on vous envoie nos travailleurs, hein, et en contrepartie, on veut bien devenir votre marché. Il y a aussi en filigrane ce type de choses, parce que je ne pense pas que le Makhzen soit intéressé par un développement économique du nord du Maroc. Il est plus intéressé par s'appuyer sur la main-d'œuvre, le volant de main-d'œuvre qui existe au Maroc, au nord du Maroc, pour l'envoyer en Espagne, se débarrassant ainsi aussi d'une contestation politique. Alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui le Maroc se trouve dans cette impasse, comme le décrit aujourd'hui M. Zitouni, la communauté européenne qui n'a pas suivi la démarche des États-Unis, qu'on passe peut-être à un autre levier? Je ne saurais dire si c'est un levier supérieur, ou on voit qu'aujourd'hui les stratégies sont assez frontales, hein, envoyer comme ça des migrants en Espagne, utiliser l'humain carrément aujourd'hui pour appuyer sa politique. Je résumerai peut-être la chose en disant que M. Donald Trump est passé par là. C'est-à-dire qu'il y a encore les traces des chenilles de son passage. C'est assez violent pour un pays, pour un équilibre très fragile. Le Maghreb était un équilibre très très fragile. Et quand le rouleau compresseur est passé par là, c'est-à-dire coup sur coup, c'est-à-dire reconnaître une prétendue souveraineté du Maroc sur un pays qui lutte pour son indépendance, un pays dont l'ONU promet un référendum et qui n'arrête pas d'arriver, imposer, c'est-à-dire ramener le trublion du Moyen-Orient, Israël, le ramener, le greffer sur une situation... Finalement, il comptait quelque part, peut-être par erreur politique, sur le soutien de certains pays qui n'est pas venu. Hein, un soutien il comptait sur le soutien il comptait sur le soutien de pays africains, c'est-à-dire il attendait une révolution au sein de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il allait y avoir quelque chose, une vague d'adhésion à cette politique, qui n'a pas eu lieu. Oui. Alors, pour passer à une autre étape aujourd'hui, au-delà de la crise diplomatique dont on parle depuis tout à l'heure, le représentant du Front Polisario en Europe et au sein de l'Union européenne, Oubi Bouchaya Bachir, avait soutenu, pour parler toujours de cet envoyé spécial de l'émissaire des Nations Unies, que la nomination d'un envoyé spécial personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental ne peut pas être un objectif en soi, soulignant que le Conseil de sécurité doit cesser son sport favori, qui est de se cacher derrière la personne de l'émissaire, tout en laissant finalement ce statu quo. On se cache derrière cette nomination qui ne vient pas, même si la République arabe démocratique sahraoui a donné son accord pour la nomination d'un nouvel émissaire. Oui, tout à fait. On voit bien que là, c'est l'influence d'un certain nombre de puissances. La France en premier lieu, les États-Unis en sous-main qui laissent les Français en tirailleurs pour essayer d'affaiblir le Front Polisario dans sa revendication légitime, en retardant le maximum la nomination du représentant de la MINURSO, tout simplement parce qu'on veut essayer de dire au Front Polisario: prends ce que l'on t'offre, c'est-à-dire un accord dans le cadre de l'autonomie, et de toutes les façons, les grandes puissances au sein du Conseil de sécurité ne veulent pas plus. Mais je trouve que cette position, elle est dangereuse. Je vais vous dire pourquoi elle est dangereuse. Parce qu'en réalité, si on voit la dissémination des armes technologiques au Proche-Orient, et on a bien vu qu'un certain nombre d'armes modernes pouvaient changer la donne, pouvaient changer les équilibres, ça les change en Palestine, en particulier les ATGM, c'est-à-dire ces anti-tank guided missiles qui ont empêché les chars israéliens de rentrer dans la bande de Gaza.
si un mouvement comme Hamas peut s'en procurer, je suppose que le Front Polisario pourrait s'en procurer également. Et donc, ce type de posture diplomatique, ce type de fermeture et de vouloir mettre le Front Polisario dans un corridor pourrait mener à un développement militaire technologique qui ne serait pas, de mon point de vue, qui ne viendrait que compliquer une solution qui pourtant est là s'il y a un peu de volonté. Donc je trouve que ce type de fermeture peut provoquer de la part du Front Polisario une attitude qu'on ne pourrait pas lui reprocher, celle de mener un combat militaire à un niveau qualitatif supérieur. Ouais. On va revenir sur le combat militaire qui se poursuit toujours sur le terrain. Monsieur Ruiz, finalement, c'est toujours une façon de gagner du temps, ce retard dans la nomination d'un émissaire, même si, en signe de bonne volonté, le Front Polisario a effectivement accepté la proposition du secrétaire général de l'ONU de nommer Staffan de Mistura comme son envoyé personnel pour le Sahara occidental. Oui, mais je suis très pessimiste sur le succès de la médiation de M. Staffan de Mistura. Ouais. Mais je pense que cet envoyé personnel peut avoir au moins une mission qui, je pense que ce n'est pas la réussite du processus de paix, mais encore aussi importante, c'est de prendre acte officiellement au niveau des Nations Unies sur qui est la partie qui bloque le processus. Parce que jusqu'à maintenant, même si nous savons tous qui est la partie qui bloque, toujours le langage des Nations Unies cherche à éviter la précision explicite dès que c'est le Maroc la partie qui bloque le processus. Donc, si le nouveau envoyé personnel fait ces constats d'une manière officielle et publique, sa nomination serait au moins une nomination qui aurait satisfait cette nécessité de savoir officiellement, de prendre acte officiellement sur qui est la partie responsable du blocus. Oui. Alors, le nouvel émissaire devra venir avec une nouvelle approche, avec une feuille de route, un objectif, un calendrier clairement défini et les garanties nécessaires pour la réussite de la médiation. C'est ce qu'aujourd'hui le Front Polisario demande. Il faudra venir avec une nouvelle proposition. C'est ce que le Front Polisario demande, mais seulement le problème, c'est qu'il faut qu'il vienne avec une nouvelle conception, c'est-à-dire revenir à la conception originelle des Nations Unies et du Conseil de sécurité de cette question. Parce que la question, le problème est très simple, la question qui a été posée était très simple. En fait, c'est la situation de blocage systématique, empêcher la commission de travailler, empêcher la commission d'enquêter, empêcher la commission de faire son travail, le travail pour lequel elle est désignée. C'est-à-dire cette temporisation, ce sont des choses qui existent, que nous connaissons, que tout le monde sait, que tout le monde connaît. L'identification de celui qui bloque, de la partie qui bloque, on les connaît. On connaît qui bloque et depuis le début, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Alors, Monsieur Zitouni, est-ce qu'aujourd'hui, je reprends ce qu'avait dit Oubi Bouchaya, il disait que ce qui a provoqué l'échec de la MINURSO durant les 30 dernières années et de tous les envoyés personnels est l'approche erronée du Conseil de sécurité qui consistait à gérer le conflit, mais pas du tout à le résoudre. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un constat
que tout le monde doit faire après 30 ans d'échec. Oui. Je veux dire, ça prouve que tout le monde est attentiste, ça prouve qu'il n'y a pas de volonté des partis de régler la question. Pour en sortir, je pense qu'il faudrait revenir à ce qu'avaient déjà proposé les Nations Unies avec l'aval de tout le Conseil de sécurité, y compris les Américains à l'époque, c'est les plans Baker 1 et 2. Je crois que ce serait une excellente base de travail, et à partir de là, laisser les partis directement concernés, à savoir le Front Polisario et le régime du Maroc, discuter pour trouver un terrain d'entente. Mais ce plan Baker était intelligent, il mettait les choses en perspective, il proposait après le cessez-le-feu la tenue d'un référendum à terme, au bout de 5 ans, il me semble, et c'était la bonne méthodologie, parce que dans les 5 ans, ça permet encore de discuter, d'avoir des relations plus souples, parce qu'on est dans une dynamique de diplomatique internationale encadrée par un plan. Or, rien de tout ça. Et aujourd'hui, on demande aux Sahraouis de renoncer au combat de 2 générations. Je veux dire, c'est complètement irrecevable. Alors, on parlait de la lutte armée qui aujourd'hui est encore effective sur le terrain. Ça reste une arme que le Front Polisario n'est pas prêt d'abandonner si la médiation n'aboutit pas ou il n'y a pas de nouvelles feuilles de route. Il y a aussi cette utilisation de la brèche illégale d'El Gargarat pour évacuer le fruit du pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental, et facilite aussi l'entrée de grandes quantités de drogue sur le marché africain, qui expose aussi la jeunesse aux ravages de sa consommation et compromettent par la même occasion le développement de l'Afrique, mais aussi la construction du Maghreb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toute la région qui se retrouve déstabilisée. Déstabilisée parce qu'il y a eu également la légalisation du cannabis pour des fins scientifiques, mais c'est des fins médicales et scientifiques. Une couverture. C'est une couverture. Ouais. C'est-à-dire qu'on a même désigné, bien entendu, le Rif comme cette région rebelle. Oui, vous pouvez... Alors, j'ai vu des vidéos où les gens expliquent, comme si c'était une réforme agraire, ils expliquent comment est-ce que les choses vont fonctionner dorénavant. C'est-à-dire que... Mais, soi-disant, pour protéger ces populations des narcotrafiquants, mais ça n'empêchera pas les narcotrafiquants de continuer à travailler. Au contraire. Le continent africain, c'est-à-dire route ouverte à travers le continent africain pour les autres continents, font bon d'abord que c'est le premier producteur mondial, de cannabis. C'est quand même... C'est incroyable, c'est-à-dire que cette permissivité... On emprunte toutes les voies illégales. Voilà. On est dans l'illégalité. Nous sommes dans l'illégalité la plus absolue. Alors, Monsieur Ruiz, ce trafic illégal représente aussi un danger pour l'Europe. Bien sûr, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Et à l'Espagne, d'habitude, on fait la détention des trafiquants, des grandes quantités de drogue qui viennent du Maroc, aussi bien que dans la frontière algérienne ou dans d'autres pays. Donc, pour le Maroc, bien sûr, la drogue, le cannabis, c'est une source de l'argent très importante, extrêmement important, et l'Europe est un des marchés les plus importants pour sa drogue. Donc c'est une politique aussi, la politique du cannabis qui a une continuité depuis longtemps. Monsieur Zitoni. Oui, c'est la diplomatie du cannabis, oui. C'est tout à fait clair. Diplomatie du cannabis qui est une impasse. C'est une impasse parce que, à terme, d'abord, parce que ça n'est pas donné des perspectives durables au nord du Maroc. Et là, on voit bien que
il y a une sorte d'ostracisme marocain vis-à-vis du nord de son pays. Il y a véritablement une grande méfiance entre le pouvoir central de Rabat et la région de Tanger et de Tétouan, toute cette région du Rif. Le Makhzen reproche à cette région d'être irrédente, d'être contre le pouvoir central, mais en réalité, je crois que le débat n'est pas là. Il y a véritablement une méfiance terrible qui est érigée en politique du Makhzen contre une région de son pays. On est dans un régime qui est schizophrénique, qui a peur de toute chose. D'ailleurs, c'est un régime, celui de Mohamed VI, qui, de mon point de vue, est bien plus répressif que celui de son père. On reprochait à son père une répression et une politique répressive terrible, mais je crois que Mohamed VI a été un excellent élève et il a dépassé son maître. Non, vraiment, autant sur la politique intérieure que sur la politique extérieure, il y a une politique qui est mue par des intérêts particuliers du Makhzen, et à la tête de ces intérêts particuliers, la gestion, la fortune immense du roi Mohamed VI, qui confond les intérêts de sa nation et les intérêts de ses comptes en banque. Alors derrière tout cela, pour juste terminer, il nous reste à peu près 5 minutes de débat pour refaire le parallèle avec ce qui se passe en Palestine. Malheureusement, derrière ce statu quo, le Maroc en profite pour développer sa politique expansionniste. Et aujourd'hui, c'est un danger, il faut absolument que le droit international entre... Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, la question qui se pose au Maghreb, aux Maghrébins et au Maghreb, parce que le Maghreb a son mot à dire, parce qu'il est concerné. C'est le plus concerné, c'est la région la plus concernée de du monde entier. Ce qui se passe ici. La question à poser, c'est où va le Maroc? Où veut aller le Maroc et où veut-il entraîner cette région? C'est une région qui est peuplée de plus de 100 millions d'habitants. C'est une région qui a besoin d'aller de l'avant. C'est une région qui a besoin de montrer sa complémentarité, de démontrer sa complémentarité et ses immenses possibilités. Je crois que individuellement, les pays sont faibles si on les compare aux possibilités, aux potentialités qu'ils donneraient ensemble. Je crois que nous sommes à une période des grands ensembles. Nous avons besoin de cela et le Maroc doit répondre de sa politique régionale aussi. Alors, Monsieur Ruiz, pour terminer sur cette question, je pense que le thème vous parle, puisque vous me corrigez, je pense que vous devez tenir avec le COCO le 28 mai une conférence de soutien au peuple sahraoui, et il est question notamment de l'impact négatif des politiques marocaines sur la stabilité dans la région méditerranéenne. Parce que nous ne devons pas oublier que ce que le Maroc a fait, c'est un précédent. Si la réponse de l'Union européenne est ferme, et si l'Union européenne ne cède pas au chantage, ça, c'est un message aux autres pays, aux autres États, qui pourraient avoir la tentation de répéter la même manœuvre. Même le Maroc, mais aussi d'autres pays. Si l'Union européenne cède à ce nouveau chantage, c'est une catastrophe, pas seulement pour l'Espagne, mais pour toute l'Union européenne. Parce que, comme vous savez bien, tous les migrants, une fois qu'ils sont en Espagne, ils ont des libertés dans toute l'Union européenne. Donc, ça, ce n'est pas le seul problème de l'Espagne. Ce n'est pas le seul problème de l'Espagne. Donc, c'est un défi à toute l'Union européenne.
qui peut marquer, bien sûr, le futur de l'Union européenne et sa respectabilité avec les voisins du Méditerranée. Merci, parce que cela joue encore la respectabilité entre pays voisins. Monsieur Brahim Zitouni, un dernier mot pour terminer. Oui, alors rapidement, pour ce qui concerne les relations CE ou Europe-Maghreb, en particulier sur les questions migratoires, je crois qu'il faut faire attention. Il y a une dérive européenne qui bafoue les conventions des réfugiés. Il y a eu un changement de pied radical dans les opinions européennes, on le voit par la montée des populismes, et je trouve que la CE, l'Union européenne, manque d'imagination. Au lieu de proposer un pacte de partenariat avantageux pour les pays de la rive du sud de la Méditerranée, préfèrent externaliser leur politique migratoire aux États comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, au lieu de proposer un partenariat qui soit ouvert, souple, basé sur l'échange et le contrôle à travers la croissance. Et je crois que là, on trouverait une solution qui serait plus juste entre les équilibres du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée. Pour clôturer, Monsieur Bokhalfa. Je pense que nous sommes en train de vivre une situation d'incertitude du fait de nouvelles donnes. Encore une fois, l'intervention d'Israël dans la région, cette pseudo-reconnaissance qui n'est pas tellement encore, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si M. Biden va entériner on n'a pas parlé de la nouvelle politique américaine. Cette stratégie de jouer avec son propre peuple comme moyen de pression et comme argument diplomatique, je crois que tout cela ouvre des portes très incertaines, très dangereuses en tous les cas. En tout cas, il faudrait garder la question sahraoui au devant de la scène pour aujourd'hui susciter l'intérêt de la communauté internationale, malheureusement. Merci messieurs à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous monsieur Carlos Ruiz, je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis l'Espagne. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée ou fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à lundi prochain.